Explosion de cas de polio en République démocratique du Congo ces derniers mois. Les 26 cas enregistrés sont, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, des dérivés du vaccin administré à des millions d'enfants. Le haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés depuis le Niger a demandé mercredi aux pays européens d'accélérer les procédures de départ des pays de transit des réfugiés qu'ils ont décidé d'accueillir sur leur sol. Les récentes pluies qui se sont abattues sur Abidjan et qui ont fait une vingtaine de morts ont sorti le gouvernement de sa torpeur. Ainsi a été annoncé jeudi l'expulsion de tous les habitants vivant dans des zones à risque. Merci à vous de nous retrouver pour cette session d'information sur SICA. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Explosion de cas de polio en République démocratique du Congo. Ces derniers mois, les 26 cas enregistrés sont, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, des dérivés du vaccin administrés à des millions d'enfants sur le continent. Reportage. Plusieurs mois maintenant que la RDC fait face à une nouvelle épidémie de poliomyélite. Jeudi, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, l'a bien clarifié. Il s'agit d'une épidémie liée au poliovirus dérivé du vaccin. Le pays étant officiellement déclaré libre de la circulation du poliovirus sauvage depuis novembre 2015. L'agence onusienne avance le chiffre de 3 672 enfants vaccinés dans l'Est et le Sud-Est du pays entre avril et mai. Cette campagne de vaccination succède à 5 autres qui ont été conduites en 2017. Au cours de cette période, 24 flambées épidémiques dues à des poliovirus circulants dérivés d'une souche vaccinale se sont produites dans 21 pays et ont entraîné quelques 760 cas d'infection d'après l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé donne des explications sur les rares cas de polio dérivés de la souche vaccinale qui développent normalement le système immunitaire et les anticorps. L'échec de l'éradication dans les derniers bastions de la maladie pourrait aboutir à ce que 200 000 nouveaux cas réapparaissent chaque année au cours des 10 ans à venir. Le haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés, Filippo Grandi, dans sa tournée, s'est rendu au Niger. Depuis Niamey, il a demandé mercredi aux pays européens d'accélérer les procédures de départ des pays de transit des réfugiés qu'ils ont décidé d'accueillir sur leur sol. Filippo Grandi est arrivé au Niger mardi en provenance de Libye, d'où il a ramené des groupes de réfugiés bloqués dans ce pays. Il a salué l'accord entre le HCR et le Niger pour qu'il serve de pays de transit aux personnes réfugiées vulnérables et vivant surtout dans des camps de détention libyens. Nous avons établi un accord avec le Niger. Nous identifions les plus vulnérables parmi les gens qui sont en détention, surtout en Libye, mais aussi auxquels on peut avoir accès à travers des mécanismes différents. Et pour un certain nombre de ces personnes, vraiment les plus vulnérables, on les transfère au Niger. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que nous avons eu beaucoup d'offres de places de réinstallation de la part de beaucoup de pays européens, surtout. Alors, ce n'est pas les offres qui manquent, mais c'est la mise en œuvre de ces mouvements, de ces départs, qui est trop lente. Je m'attends plus des pays de réinstallation. Je m'attends que les procédures soient plus rapides, plus efficaces, plus fréquentes. Jeudi, Filippo Grandi a visité des centres d'accueil de réfugiés à Agadez, dans le nord du Niger, grande zone de transit des migrants à destination de la Libye et de l'Europe. Gestion de la crise migratoire dans l'Union européenne. Les dirigeants de 10 pays européens vont se réunir dimanche à Bruxelles. Cette rencontre sera l'occasion de plancher sur des solutions européennes aux défis migratoires. Reportage. Le président français et la chancelière allemande retrouveront les dirigeants italiens, grecs, maltais, espagnols, autrichiens, bulgares, belges et néerlandais, invités à la dernière minute par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. En effet, malgré une chute spectaculaire des arrivées de migrants sur les côtes européennes depuis le pic de 2015, le sujet continue de provoquer de fortes tensions entre Européens et d'agiter les débats politiques dans les pays de l'Union européenne.
Selon un projet provisoire de conclusion de la réunion de dimanche, les participants s'engageraient à œuvrer pour accélérer les renvois de demandeurs d'asile d'un pays de l'Union européenne vers un autre, quand ce dernier est considéré comme responsable du traitement de sa demande. Plusieurs mesures proposées dans ce document, qui pourra encore évoluer d'ici à dimanche, vont par ailleurs dans le sens d'un durcissement des obligations des demandeurs d'asile pour éviter leur mouvement secondaire dans l'Union européenne à la source de tension entre États membres. Le sommet du 28 au 29 juin était initialement censé trouver un compromis pour faire avancer ce dossier, mais cette perspective est devenue illusoire selon plusieurs sources diplomatiques. D'une crise à une autre, les récentes pluies qui se sont abattues sur Abidjan ont fait une vingtaine de morts dans la nuit de lundi à mardi. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien prend des mesures drastiques. Ainsi a été annoncé jeudi l'expulsion de tous les habitants vivant dans des zones à risque. 138 familles ont été sinistrées dans ces inondations causées par des pluies exceptionnelles d'un niveau 5 fois supérieur au seuil d'alerte. On dénombre 20 décès dans tout le pays. 2 personnes ont été blessées. À l'issue d'un conseil national de sécurité présidé par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, le gouvernement a annoncé la destruction des constructions réalisées dans les bassins d'orage et sur les ouvrages de drainage et d'assainissement, mais aussi et surtout le déguerpissement de toutes les personnes vivant dans les zones à risque. Pour l'instant, on ignore le nombre de personnes visées par ces mesures, ni où elles pourraient être relogées. En ce qui concerne les débris qui jonchent les zones sinistrées par les inondations, le ministre a également annoncé le déploiement de 1650 militaires pour aider la population à les dégager. Pour venir en aide aux familles des victimes et aux sinistrés, une enveloppe de 2 milliards de francs CFA sera débloquée. Un accent particulier sera mis sur l'intensification des actions de sensibilisation et de prévention via des alertes météo dans les médias et sur les téléphones mobiles. Il faut dire que les inondations meurtrières sont fréquentes à chaque saison des pluies, courant de mai à juillet en Côte d'Ivoire. Rebondissement au Tchad dans l'affaire de l'avocat agressé en compagnie de ses clients. L'ancien gouverneur de la région du Logone oriental a été placé sous mandat de dépôt par la justice ce mercredi. Reportage. Adam Nouki Sharfadine avait été relevé de ses fonctions à la demande du corps judiciaire. Il est accusé d'avoir fait tirer sur le véhicule d'un avocat et ses clients qui venaient d'être libérés par la justice. Le gouverneur, qui accuse le magistrat de la localité de laxisme, a préféré la force aux moyens de droit. Ni l'administration judiciaire, ni les professions libérales de la justice n'ont toléré son attitude. L'ex-gouverneur de la région du Logone oriental ainsi que 2 anciens responsables de la gendarmerie ont comparu ce jeudi en audience de flagrant délit. Le juge devant lequel ils ont été présentés mercredi les a placés sous mandat de dépôt pour rébellion contre une décision de justice. L'ancien gouverneur du Logone oriental est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation: rébellion, arrestation arbitraire, séquestration, enlèvement et j'en passe. L'affaire est à l'origine d'une grève qui paralyse le secteur judiciaire depuis plusieurs semaines. Les informations se poursuivent, s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas. En Russie, tout ne se passe pas pour le mieux pour les grands favoris. Johannes Toa nous en dira plus, c'est bien sûr dans l'instant sport. Johannes nous bonjour. Bonjour amis sportifs, bonjour. Visiblement, la banda Lionel Messi refuse donc de continuer la course en Russie. On a l'impression que ce grand favori risque donc de prendre la porte. Tout à fait, l'Argentine est au bord du gouffre après son humiliation hier face à une brillante équipe de Croatie, 3-0. Lionel Messi a encore déçu, mais c'est surtout l'équipe qui l'entoure qui n'a visiblement servi à rien. Et personne ne comprend, quand je viens maintenant les choix de Jorge Sampaoli, le sélectionneur qui a disposé son équipe en 3-4-3, sans génie, avec des joueurs inconnus et mauvais, alors que des joueurs
de meilleure qualité étaient sur le banc de touche. Donc, avec le ballon, les hommes de Sampaoli n'ont jamais su quoi en faire. Tout l'inverse d'une Croatie qui avait un plan parfait et qui s'est appliquée à l'exécuter. Il faut mentionner que l'erreur qui change le match a été cette relance je dirais désastreuse du gardien de but, Willy Caballero, qui a offert le premier but aux Croates, et puis Luka Modric, le capitaine, et Ivan Rakitic, le coéquipier de Lionel Messi à Barcelone, ne se sont pas fait prier pour corser à la marque. Score final donc 3-0. L'Argentine est déjà dos au mur, elle n'a pratiquement plus son destin entre ses mains. Il faudra faire des calculs d'épicier pour les coéquipiers de Lionel Messi s'ils ont envie de continuer à rêver dans cette Coupe du Monde. Et en même temps, cela met la pression sur le Nigeria. Tout à fait, le Nigeria est dos au mur puisque le Nigeria est obligé de gagner pour continuer à rêver dans cette Coupe du Monde, surtout qu'ils auront à jouer leur dernier match face à l'Argentine de Lionel Messi. Donc le match du Nigeria aujourd'hui face à l'Islande s'avère déjà décisif, parce que si l'Islande gagne, eh ben, le Nigeria et l'Argentine n'auront que le troisième match comme consolation avant peut-être de rentrer chez eux, mais c'est sûr que... Cela rappelle la confrontation de 1994 aux États-Unis. Tout à fait, c'est sûr que Lionel Messi ne rentrera pas à Buenos Aires sans pouvoir marquer un seul but. Voilà, la pression qu'il y a actuellement au pays ne pourra pas l'arranger. Dans l'histoire, il y a eu d'autres rencontres qui ont été jouées dans la journée d'hier, avec la France qui a obtenu son billet à l'image de la Russie et de la Croatie. Tout à fait, la France qui est pratiquement sans génie. Beaucoup de commentateurs critiquent cette équipe française-là dans l'animation, mais c'est une équipe qui gagne. Vaut mieux gagner que de perdre en jouant bien. Mais est-ce que la taille du groupe aussi ne permet pas cela? Je crois que cette équipe de France est en train de prendre au cas par cas ses adversaires, et ils ont, je crois, l'essentiel pour continuer à rêver, parce que cela ne sert à rien de gagner 3-4-0 en phase de poule et de se faire battre en 8e ou en quart. Donc il faut y aller comme il faut être sérieux, il faut être discipliné. Ils n'encaissent pas beaucoup, ils arrivent à marquer un but à chaque fois ou 2 buts, donc cette bonne guerre. Ils ont battu le Pérou hier 1-0, but de Kylian Mbappé, le Parisien. Danemark, Australie, 1 but partout, et puis donc on en a parlé en long et en large. Argentine 0, Croatie 3. Alors, dans la journée, il y a d'autres rencontres qui sont prévues, à part le Nigeria qui joue l'Islande. Tout à fait. Le Brésil, en ouverture à 13h, reçoit donc le Costa Rica. Le sélectionneur Tite a assuré que Neymar était remis du coup qu'il avait reçu et qu'il serait titulaire. On attend de voir ce que ça va donner, parce que pour le premier match, eh bien, personne n'est content de la prestation du génie Auri Verde. Serbie-Suisse, ce sera en clôture de journée, donc à 19h à Cotonou et un peu partout dans la sous-région, 20h à Paris. Kodjoviya Metonou. Visiblement, l'Afrique fait piètre figure dans ce mondial. Kodjoviya Metonou, on ne peut pas avoir des sélections qui prennent, je dirais en griffe, le sorcier blanc à 1 an, 2 ans de compétition majeure et qui croient faire le miracle. Ce n'est pas possible. On a vu le Sénégal qui a gagné son premier match avec un entraîneur qui a été capitaine de cette sélection-là, son adjoint aussi. Donc on ne peut avoir des résultats que si on a un plan. On a des centres de formation, on suit les jeunes, on les envoie en Europe et on a les résultats 3, 4, 5, 6 ans après. Donc en réalité, ce n'est pas un problème d'entraîneur qui se pose, c'est un problème de formation. Alors merci donc à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité sportive, vous nous retrouvez lundi pour en parler. Mais avant, restez donc câblés, Sika, l'information se poursuit. À très bientôt.